Bien, bonjour à tous. Merci d'être présents sur ce webinaire WatchGuard sur ce sujet de la GDPR, qui est un nouveau sujet pour nous, c'est un nouveau webinaire qu'on a travaillé pour pouvoir vous présenter notre vision des choses sur le sujet. Vous avez sans doute déjà assisté à, j'imagine, de nombreuses présentations GDPR ou RGPD en anglais ou en français. Donc là, ce que je vais vous livrer, c'est la vision WatchGuard et puis comment on voit l'apport que WatchGuard peut avoir dans la problématique de se préparer, de se conformer à la GDPR. Vous avez avec GoToWebinar, bien entendu, comme d'habitude, la possibilité de poser des questions. Je vous préviens tout de suite, vous êtes très nombreux sur ce webinaire. Donc si je zappe une de vos questions, ne le prenez pas mal. C'est juste qu'il y en aura peut-être beaucoup. Dans tous les cas, n'hésitez pas à en poser. J'essaierai de les traiter le mieux possible. Petit disclaimer de démarrage de webinaire qui s'impose. On est sur un sujet qui est un sujet de droit. Donc c'est une nouvelle directive européenne. Je ne suis ni avocat, ni juge, ni juriste. Ça n'est pas ma compétence. Donc moi, je vais vous livrer ma vision des choses, celle aussi de la société, de WatchGuard. Mais ça n'a pas un caractère juridique du tout. D'ailleurs, je vous conseillerais probablement à la fin du webinaire, je vous montrerai où lire vous-même la loi, même si c'est pas le sujet le plus passionnant. Des fois, c'est intéressant de lire les textes directement plutôt que d'en voir les interprétations de tout un chacun. D'autant que j'ai pour ma part aussi assisté à un certain nombre de présentations GDPR d'autres personnes, d'autres éditeurs. Il y a pas mal de présentations très anxiogènes, voire très péremptoires sur le sujet. Il va falloir rester très très modeste sur ce sujet puisque pour l'instant il y a la directive, le texte a été voté, mais bien entendu je l'ai pas encore mise en application. Ça, on va le voir. Donc tant qu'il n'y a pas de mise en application, tant qu'il n'y a pas de jurisprudence, tant qu'il n'y a pas de cas d'école traités par des juges, faut quand même rester assez prudent. Donc là, ce que je vais vous expliquer dans ce webinaire, c'est déjà la compréhension de ce qu'il y a dans cette loi, partiellement, hein, puisque c'est quand même une grosse directive avec beaucoup de choses dedans, donc ça n'a pas pour vocation à être exhaustif, mais c'est de vous donner une image globale. Et puis, bien entendu, en deuxième partie, comment avec WatchGuard on peut aider sur le sujet pour que les entreprises se mettent en conformité. Comme vous pouvez le voir, le titre de la présentation, c'est le sprint de la conformité. Pourquoi un sprint? Tout simplement parce que la GDPR, donc en anglais c'est General Data Protection Regulation, en français c'est le Règlement général de la protection des données. Alors pardonnez-moi, vous m'entendrez dire les deux, GDPR, GPD, selon les envies. Elle a été adoptée en avril 2016 et sera mise en application en mai 2018. Donc elle n'est pas encore en application. L'Europe a souhaité laisser 2 ans pour que les entreprises puissent se mettre en conformité, sachant que la loi est constituée de 99 articles, donc ça fait quand même un petit peu de littérature. Hein. Alors ça vaut pas un bon polar. En revanche, j'en ai lu un petit paquet d'articles. Si vous voulez bien vous endormir le soir, ça marche bien. C'est très très pratique. Mais allez le lire, ça reste lisible, ça reste compréhensible. C'est quand même une des rares lois où ça parle d'adresse IP, donc c'est quand même assez exceptionnel pour le dire. Donc voilà, je vous montrerai, je vous donnerai un petit lien si vous ne l'avez pas déjà, qui vous permet d'aller lire les articles. C'est au final assez intéressant pour mettre les choses en perspective et surtout éviter qu'on vous raconte des âneries, hein, parce que malheureusement il y a beaucoup d'âneries qui sont dites sur le sujet, des gens qui exagèrent pour être anxiogènes et des fois faire un peu trop le commercial. Qu'est-ce qu'il y a dans cette loi, dans la RGPD? La première chose qui est importante, c'est une définition. C'est la définition de ce qu'on appelle les données à caractère personnel. Et vous allez voir que c'est le cœur, c'est le fondamental de cette loi, puisque ce que cherche à faire
le Parlement européen vient voter cette loi, c'est harmoniser en fait la manière dont sont traitées les données personnelles en Europe, qu'il n'y ait pas de différence de traitement justement dans le traitement des données personnelles dans les différents pays de l'Union européenne, et qu'il y ait quelque chose vraiment d'harmonieux. Alors, je vous ai mis normalement, voilà, ici la définition. Alors, j'ai pris directement la définition à partir du texte de loi, comme ça, pas de risque de se tromper, d'une donnée à caractère personnel, hein, qui est définie comme toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Donc, tout ce qui peut permettre d'identifier une personne, que ce soit des éléments comme il l'indique, hein, identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle, sociale, tout ce qui permet d'identifier une personne va être considéré comme une donnée à caractère personnel. Donc, ça n'est pas, je l'ai malheureusement entendu de certaines entreprises, les données personnelles, ce ne sont pas vos données domestiques que vous avez chez vous, ça n'a rien à voir. La GDPR, c'est bien une loi qui concerne les entreprises et le traitement des données par les entreprises. En revanche, les données personnelles concernées sont les données personnelles qui sont concernées par des traitements commerciaux et professionnels. Hein, ce que vous faites, ce que vous avez sur votre disque dur à la maison pour du perso ne concerne pas cette loi. Donc, on est bien sur du pro, on est bien sur des obligations de conformité pour des entreprises et tout type d'entreprise. Ça, on va le voir aussi. Donc là, je vous ai mis aussi un petit extrait de la raison. La raison de cette loi qui est harmoniser la protection des libertés et des droits fondamentaux des personnes physiques sur le territoire européen, entre les États membres, mais vous allez le voir aussi, pas que entre les États membres, puisque ça va concerner toute entreprise qui a des relations avec l'Union européenne. Alors, on me demande s'il y a besoin de prendre des notes. On mettra cette présentation à disposition. Alors, il y a déjà un kit GDPR sur le site WatchGuard avec pas mal d'informations. Il me semble qu'il y a cette présentation qui est téléchargeable. Alors, moi, j'y ai rajouté pas mal de transparents à ma sauce pour rajouter d'autres éléments. Donc, vous pouvez tout simplement me la demander. Vous faites un petit mail à france@watchguard.com et on vous enverra la présentation. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a rien de secret dans cette présentation. Au contraire, même, si vous voulez la relire plus tard, si vous avez des commentaires, des ajouts, des commentaires, on ne prétend pas avoir la science infuse sur cette loi. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires là-dessus. Donc, ça n'est pas uniquement donc comme je disais, pour l'Union européenne, hein, ça concerne aussi toute organisation qui traite des données personnelles d'un citoyen de l'Union européenne. Donc, vous voyez qu'au final, ça peut concerner vraiment tout le monde, y compris Google, y compris Yahoo, quand ils stockent des données personnelles sur vous. Et d'ailleurs, c'est un des buts. Yahoo, ils sont fait hacker 272 fois avec les logins et les mots de passe des gens qui sont retrouvés sur Internet. Vous avez même des sites qui vous disent si votre email a été compromis ou pas. Donc, à un moment donné, c'était important pour l'Union européenne de réglementer ça beaucoup mieux que ce que c'était aujourd'hui. En plus de ça, pour les organisations un peu plus grosses, il y aura l'obligation d'avoir une personne qui s'occupe de la protection des données, ce qu'on appelle un officier de protection des données, un DPO. Alors, ici dans la présentation, on met 5000. J'ai pas revérifié ce chiffre dans la loi directement, je le ferai, mais a priori, c'est ça. Si vous avez des éléments là-dessus, n'hésitez pas. Pourquoi le contre-la-montre? Pourquoi toujours, vous voyez, hein, vous allez voir des bicyclettes partout, c'est le trip de la Corp. Ils ont mis des vélos partout. C'est parce qu'effectivement, la réglementation sera effective le 25 mai 2018. Donc, on est aujourd'hui dans la période où on doit regarder comment se mettre en conformité pour pas se prendre les amendes quand effectivement on aura passé le 25 mai 2018. Donc, d'où cette course, hein, pour essayer d'y aller. Alors bon, une course qui dure d'aujourd'hui, enfin même d'avant, au 25 mai, ça fait, comme on dit, ça fait les cuisses. Je vois ça moi plutôt comme un marathon. C'est-à-dire que faut pas se précipiter, il faut bien faire les choses dans l'ordre.
Il y a une analyse à faire initiale, on le verra, qui est critique, qui est importante, donc il ne faut pas la bâcler. Et puis au final, un message que je veux faire passer dans cette présentation, justement, ne pas considérer cette course comme quelque chose d'anxiogène, c'est au contraire, pour moi, un cercle vertueux. Ça va se faire poser les bonnes questions à des entreprises qui aujourd'hui peuvent traiter des données de manière un petit peu par-dessus la jambe. Et ça, c'est un peu dommage quand il s'agit de données un peu sensibles sur les gens. Donc, aussi bien sur cette façon de traiter les données que de la sécurisation de leur réseau, puisque vous allez voir, la GDPR concerne complètement la sécurisation du réseau, puisque c'est aussi un moyen pour demander aux entreprises de l'Union européenne d'avoir un bon niveau de sécurité pour protéger ces données personnelles et donc avoir un bon niveau de sécurité global. Une enquête sur la RGPD a montré que 52% des entreprises américaines ont ce type de données personnelles. Donc vous voyez que ça ne concerne vraiment pas que les entreprises de l'Union européenne, mais au final toutes les entreprises. C'est pour ça que je pense c'est pour ça qu'on en parle vraiment autant un peu partout. Je pense que on commence même à être un peu saoulé du sujet, alors qu'il reste encore pas mal de temps avant l'application. Mais bon, c'est un sujet obligatoire, on peut pas l'éviter. D'où le fait aussi que nous, on a commencé à faire des webinaires, on a attendu un peu histoire de bien comprendre ce qu'il y avait dedans parce qu'on voulait pas faire n'importe quoi. Mais oui, c'est un sujet qui est inévitable et qu'il va falloir traiter. Alors bien entendu, il y a des obstacles sur la route de notre cycliste. Un certain nombre de points qui sont dans la loi. Donc une des choses qui est dans la GDPR, c'est que quand quelqu'un subit une violation de données, elle doit pas faire l'autruche, elle doit pas mettre la tête dans le sable et dire il s'est rien passé, il est rien arrivé. Ça c'est avec la GDPR c'est impossible. Il y a une obligation quand on le sait bien sûr, parce que des fois on le sait vraiment pas, mais une obligation de notifier les fuites de données sous 72 heures, avec les amendes qui vont avec si c'est pas le cas. Il y a aussi dans la GDPR un consentement explicite qui doit être donné lorsqu'une donnée est collectée. Ça c'est quelque chose d'assez important et qui va demander à mettre en place des process qui vont bien et ajuster les applications, les sites web qui vont bien, etc. pour pouvoir justement faire la demande de ce consentement. Les données collectées doivent rester dans l'Union européenne. Vous verrez d'ailleurs que ça a un impact sur WatchGuard, puisqu'il y a des choses qu'on avait aux US, et bien qu'on doit bouger en Europe si on veut être nous-mêmes conformes à la GDPR. Vous voyez que ça, nous-mêmes en WatchGuard en tant qu'acteur de sécurité américain, on a des prérequis liés à la GDPR auxquels on doit se conformer. Donc, quand nécessaire, le DPO qui doit être nommé pour faire l'évaluation d'impact, et puis les amendes de non-conformité qui peuvent aller jusqu'à 4% du revenu mondial et 20 millions d'euros. Donc, c'est là-dessus que les gens sont très, très anxiogènes et essayent de faire peur, hein, surtout des sociétés commerciales qui ont intérêt à vendre. Bah, forcément, faire peur sur ce type d'amende, c'est assez facile. Je tiens quand même à rappeler que tant qu'il n'y a pas de jurisprudence, tant qu'il n'y a pas de cas, le montant de ce que les juges feront payer s'il n'y a pas conformité, ça reste à déterminer, ça reste à voir. On verra ça l'année prochaine. Bon, maintenant, ça reste quand même une loi européenne. Ah oui, j'ai oublié de le préciser. C'est une loi européenne qui est applicable directement. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de passer par la case d'adaptation par le Parlement français. Donc, j'étais un peu surpris quand j'ai vu ça, parce que je pensais pas que c'était possible d'un point de vue politique. Et en fait, apparemment, si. Donc, elle est directement applicable sans qu'il y ait besoin de transcription par les différents parlements nationaux. Vous la trouvez d'ailleurs, quand je vous montrerai la loi, vous la trouvez directement en français. Donc, vous pouvez la lire, même si vous ne parlez pas anglais. Consentement pour les hébergeurs. Les hébergeurs sont des entreprises de l'Union européenne, voire même d'ailleurs. Donc, si vous collectez de la donnée, il faudra le consentement. Oui. Il n'y a pas de
il n'y a pas d'exception indiquée, du moins moi j'en ai pas vu dans la loi concernant les hébergeurs. Même pour les ERP, il n'y a pas, une fois de plus, il n'y a pas d'exception indiquée dans la loi. Ça concerne toutes les entreprises, tous les applicatifs, tout ce qui va être à propos des citoyens européens. Donc il n'y a pas je sais qu'on aimerait bien éviter d'avoir des conformités dans certains cas. Ça va être compliqué pour la RGPD parce que le cadre est vraiment très très large. Mais merci des questions. Donc, pour s'y conformer, il y a vraiment besoin d'une stratégie gagnante. Déjà, le premier point, ça va être bien entendu de mettre en place des mesures de protection des données personnelles spécifiquement, mais des données en général, puisque vous savez très bien que dès lors qu'une attaque qui est subie par une entreprise, elle peut ensuite se propager et du coup toucher les données personnelles en question. Donc il va falloir protéger les données pendant leur stockage et pendant leur transmission. Deux choses importantes. Donc, pendant le stockage, la loi parle quand même de chiffrement des données. Hein. D'ailleurs, ça fait plaisir de voir du bon français dans une loi qui parle de chiffrer, de chiffrement et non pas de crypter et de cryptage, qui ne sont pas des mots français. Hein, j'en profite pour faire passer le message. Et puis également dans la transmission. Donc, dans la transmission, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous faites passer de la donnée personnelle d'un site de l'entreprise à un autre, il faut que ces données soient protégées. Donc typiquement un VPN avec du chiffrement fort, ce genre de choses. Ce qui va d'ailleurs poser la question, c'est la première des questions que je me suis posée quand j'ai vu ça, c'est quid des réseaux MPLS où à ma connaissance les données sont pas du tout chiffrées, alors même si c'est un réseau que l'opérateur garantirait sécurisé, ça reste un réseau mutualisé, non chiffré, donc je ne sais pas. Je me pose la question, je ne sais pas s'il y a des gens dans ce webinaire qui ont réfléchi ou qui ont un peu plus d'informations sur le sujet, mais la question se pose. Assurer une visibilité situationnelle des risques, bien entendu, c'est vraiment avoir le contrôle sur le réseau, voir par où passe le traitement des données, les transferts de données, et s'assurer en permanence que les risques sont minimisés pour ces données, ces transferts de données. Permettre une action, bien entendu, préventive, corrective et atténuante contre toutes les vulnérabilités et les incidents détectés. Donc là, on est clairement dans de la sécurité pure du réseau. Et puis, disposer des outils qui permettent de s'assurer de l'efficacité des politiques de sécurité. Bien entendu, on parlera de WatchGuard Dimension dans le cadre de ce qu'apporte WatchGuard. C'est des choses importantes, mais il n'y a pas que ça. Hein, puisque là, on parle vraiment de la sécurisation de l'ensemble du système d'information. Donc, ça touche à l'applicatif, ça touche à de la base de données. C'est vraiment très large. Hein. Je ne suis pas ici pour vous dire, regardez, WatchGuard a la réponse, vous mettez un WatchGuard et c'est bon, vous êtes conforme. Ça ne sera pas le cas. Nous, on est là, on est là pour apporter effectivement deux choses. La sécurisation la plus forte possible, 100% n'existe pas, vous le savez bien, mais on essaiera de monter le plus possible. Et puis aussi WatchGuard comme un outil pour vous aider à la mise en conformité. C'est-à-dire qu'avec un outil comme Dimension, on va le voir, vous allez avoir un outil pour mieux comprendre ce qui se passe sur les réseaux, sur où sont les données, sur si les applications que vous ne connaissiez pas sur le réseau, qui peuvent être dangereuses justement par rapport au traitement des données personnelles. Donc vraiment apporter une visibilité sur ce qui se passe. Je regarde s'il y a quelques questions. Ok. Est-ce que certaines personnes ont des difficultés avec le son? J'ai une personne qui me le dit, mais je ne sais pas si c'est de son côté ou du mien. Son ok. Ok. Donc je pense que ok, impeccable pour certains, pas bon pour d'autres. Donc je pense que ça doit être du côté client et pas de mon côté. Bien entendu, deuxième point important, installer un mécanisme de récupération des données. Si vous avez perdu des données à caractère personnel, il faut vraiment pouvoir les récupérer, les restaurer. Donc là, on parle bien entendu d'outils de backup, hein, entre autres.
soit locaux, soit cloud. Bien entendu, créer et améliorer les mécanismes et les bases pour conserver les consentements. Ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est la conservation des consentements. Alors, là, il faudra vérifier auprès de quelqu'un un peu plus du métier, au niveau juridique. Mais j'ai regardé dans les articles, et il y a un article qui parle de dérogation pour les entreprises de moins de 250 personnes sur la tenue de registre. Donc, bon, ne le prenez pas comme un acquis, mais en tout cas, ils en parlent dans la loi. Faudrait voir comment un juriste l'interprète et quelle est la portée de la chose. Donc voilà pour cette première partie de stratégie. La deuxième, bien entendu, va être tout aussi importante puisque vu que l'entreprise va avoir des données, elle est accessible à une surface d'exposition à un certain nombre de personnes, que ce soit de l'intérieur du réseau ou de l'extérieur du réseau. Donc, un des principes de la réduction du risque associé à la RGPD, ça va être de réduire cette exposition. Ça, c'est vraiment un concept hyper important et qui va être demandé pour la mise en conformité. Donc, réduire l'étendue et les risques, c'est par exemple réduire le nombre de champs de données personnelles qui sont collectés et traités. Ça, il est explicitement demandé dans la loi que ne soit stocké que ce qui est vraiment nécessaire dans l'activité. Réduire également le temps de conservation de données personnelles. Je n'ai pas vu, mais une fois de plus à vérifier avec un juriste, je n'ai pas vu de temps, de durée mentionnée dans la loi, sachant qu'ils utilisent beaucoup de relatifs dans cette loi, puisque ça va dépendre de ce qu'on doit faire de ces données, de l'usage de ces données. Donc, je suis pas sûr qu'ils peuvent donner une durée fixe comme ça, comme on a pu voir sur le stockage des logs pour le Wi-Fi, ce genre de choses. On sait que c'est 1 an. Je n'ai pas vu ce genre de choses dans la loi pour le moment. À vérifier, mais en tout cas, pour l'instant, c'est plus une généralité, un principe qui est demandé de réduction d'exposition. Il n'y a pas de chiffres indiqués. Chiffrer les données, ça par contre, c'est spécifiquement indiqué dans la loi comme un des outils que peuvent utiliser les entreprises. Donc les données stockées et les données transmises. Donc, ça, c'est important. Masquer les adresses IP et mettre en place de la pseudonymisation, pas évident à dire. Sachant que il est admis dans les textes qu'une adresse IP, si elle permet de remonter à la personne, à identifier la personne, sera considérée comme une donnée à caractère personnel. Donc, vous voyez que ça va quand même assez loin. Et effectivement, le texte de loi, j'ai vérifié, parle bien spécifiquement du cas de l'adresse IP. C'est pas une interprétation qu'on peut avoir derrière. C'est bien indiqué de la sorte dans la loi. À l'interprétation près, bien entendu. Alors, bien entendu, réduire le nombre de personnes autorisées. S'il y a des personnes qui n'ont pas besoin d'accéder à ces données, il faut leur enlever les droits. Donc, du coup, il y a une grosse partie sur la gestion des droits au niveau des systèmes. Donc là, c'est pas le sujet de WildCard, bien entendu. Mais bon, comme j'essaie de vous donner une vision globale, c'est un point qui va être très très important. La gestion des droits d'accès à tous les niveaux, au niveau applicatif, au niveau système, au niveau réseau, bien entendu. Augmenter la capacité à prévenir et remédier aux menaces sur les données personnelles. Donc là, ça va être par contre un sujet, bien entendu, sur lequel WatchGuard va pouvoir aider. Alors, j'ai quelques questions sur Dimension, justement, pour des gens qui ont Dimension. Je vais en parler tout à l'heure parce que j'ai un passage là-dessus. Donc, je reviendrai sur cette question quand j'arrive à Dimension. Je vous ai mis là les étapes recommandées par la CNIL. La CNIL a fait un certain travail pour interpréter la loi et puis aider les gens à comprendre. Et donc, en fait, ils ont mis les étapes recommandées pour la mise en conformité. Donc, je vais pas tous vous les lire parce que c'est un petit peu pénible, mais juste pour voir les grosses étapes sans rentrer dans le détail.
Donc la première des choses, et puis en plus c'est adapté à la taille d'entreprise. Première étape, c'est désigner un pilote pour la gouvernance des données personnelles de la structure, que structure au sens général, hein, ça peut être une entreprise privée, ça peut être une entité publique, etc. Cartographier, ça c'est vraiment l'étape critique, la cartographie. C'est savoir où sont les données, où est-ce qu'elles sont stockées, sur quelle machine, quels sont ensuite les mouvements de ces données. C'est vraiment cette cartographie, c'est vraiment pour moi l'étape principale pour savoir ce qu'on va faire. J'ai malheureusement commencé à pas mal discuter de la GDPR avec des entreprises. Je dis malheureusement parce que déjà, ils n'en ont pas entendu parler pour beaucoup. Celles qui en ont entendu parler, c'est relativement vague. Et puis, quand on leur pose la question s'ils savent exactement où sont toutes les données, quel type de données personnelles l'entreprise dispose, etc., je trouve que pour le moment, au moins sur la PME, il y a une grosse méconnaissance. Donc c'est là où je disais que la GDPR peut aussi avoir un impact très positif. Il ne faut pas le voir comme quelque chose, comme encore une contrainte, etc. C'est que ça va aussi faire se poser des bonnes questions, des questions qui sont quand même légitimes. Donc ça, c'est vraiment le point critique. Là-dessus, on pourra aider avec certains outils que je vous montrerai après. Autre chose, bien entendu, c'est prioriser les actions à mener parce que c'est tellement vaste que falloir prioriser les choses à faire. Gérer les risques, bien entendu. Organiser les processus internes, c'est quelque chose de critique en la matière. Et puis documenter. Donc ça, c'est, je dirais, le point de faiblesse de beaucoup d'entreprises souvent, c'est qu'on fait les choses, mais on oublie de documenter ce qu'on a fait, etc. Pour la RGPD, on ne peut pas se le permettre, il va vraiment falloir documenter, puisque de ce que j'ai compris, hein, c'est pas la loi de prouver que vous n'êtes pas en conformité avec la GDPR, mais à vous de prouver que vous l'êtes. Donc pour le coup, il faut avoir documenté un certain nombre de choses qui ont été mises en place. Alors, vous m'entendez toujours? Une personne qui a plus de son? Oui, bon, ok, bah, c'est de votre côté. Chez WatchGuard, donc la CNIL a sorti ses recommandations. Chez WatchGuard, on vous a fait une petite checklist. On est sympa. Vous pouvez la trouver sur le site WatchGuard. On a une checklist de planification RGPD avec toutes les bonnes questions à vous poser ou à poser à vos clients si vous êtes partenaire. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette checklist-là. Elle est pas mal faite du tout au regard de ce qu'il y a dans la loi. C'est plein de bonnes questions à se poser sur comment sont traitées les données personnelles dans l'entreprise en question. Donc, n'hésitez pas à récupérer ce document. De la même manière, si vous n'arrivez pas à le trouver, un petit mail à france@watchguard.com, on vous fera parvenir la checklist. Je vous ai pris un petit extrait de l'article 32, parce que comme vous êtes tous encore un peu réveillés, je me suis dit que j'allais vous endormir. Non, c'est un article qui est assez important pour moi vis-à-vis de WatchGuard, bien entendu. C'est l'article qui traite de la sécurité du traitement. Hein, qui indique que le responsable du traitement et le sous-traitant, parce que ça parle bien des sous-traitants aussi dedans, mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté aux risques. Donc, il demande bien à l'entreprise d'avoir un niveau de sécurité. Alors, c'est tout relatif ce qu'ils disent adapté, mais clairement, la volonté qu'il y a derrière est une volonté d'augmenter le niveau de, on va appeler ça la cyberdéfense. Hein, un des constats est que beaucoup d'entreprises en Europe, malheureusement, n'ont pas assez pris en compte les risques de cyberattaque et que pour protéger les données à caractère personnel, la cyberdéfense est un élément crucial, voire essentiel. Je vous ai mis la source, qui est d'ailleurs le lien vers la loi que vous trouvez en français. Donc, n'hésitez pas à aller le lire. Moi, je trouve ça intéressant. Donc, bien entendu, sur ces différents aspects, on va voir
WatchGuard va avoir pas mal de points forts. Le premier point fort, c'est avec la suite Total Security, où on va avoir certaines fonctionnalités dans la Total Security qui sont un vrai différenciateur pour la cyberdéfense. Je pense notamment à notre nouveau service depuis le début d'année qu'on a lancé depuis le début d'année, qui est Threat Detection and Response, qui permet non seulement la protection réseau, mais la protection aussi des données sur les postes, puisque on va avoir un agent sur les postes. On va corréler les informations de ce qu'on voit sur le poste, de ce qui se passe sur le poste et ce qu'on voit passer à travers le firewall pour déterminer s'il y a des incidents de sécurité et les intercepter. Ça veut dire que c'est aussi valable quand on a des équipements mobiles. C'est-à-dire qu'il y a un équipement mobile qui sort du réseau mais qui est à l'agent. Alors certes, il sera moins efficace parce qu'il y a il y a pas la corrélation, mais ça apportera quand même une protection supplémentaire. L'autre point, bien entendu, c'est WatchGuard Dimension. Vous avez, je pense, compris qu'avec la RGPD, un des points essentiels, c'est d'avoir de la visibilité. Visibilité sur où sont les données, sur par où ça passe, les flux échangés en interne et vers l'extérieur. Et là-dessus, bien entendu, Dimension peut aider énormément. Les aspects VPN, bien entendu, WatchGuard fait du VPN depuis la fondation, depuis 96. De manière extrêmement simple pour ceux qui ont management serveur avec un glisser déplacé, vous faites un VPN. Donc effectivement, les niveaux de chiffrement que l'on peut avoir quand on monte un VPN vont être aussi un critère essentiel pour se mettre en conformité. Là, je vous ai remis l'architecture WatchGuard avec tous les services que nous faisons. Donc en orange, vous avez tout ce qui s'appelle la Basic Sécurité Suite, donc ce qu'on appelle vraiment l'essentiel pour la sécurité, avec l'antivirus, l'anti-spam, le filtrage d'URL, le contrôle de l'application. Donc le but ici, c'est pas de vous refaire une présentation sur le niveau de sécurité. Je pense que on a d'autres webinaires pour ça, mais très clairement, les deux suites de sécurité qu'on dispose, la basique pour vraiment tout ce qui est essentiel, et la totale pour vraiment se rapprocher du taux de protection maximale, qui n'est pas 100% bien sûr, mais qui va monter assez haut. C'est un critère important pour se mettre en conformité. Alors on me demande si l'antivirus est toujours AVG. L'antivirus est toujours AVG, mais effectivement on a annoncé récemment qu'on allait basculer sur du Bitdefender. Donc merci pour la question, c'est juste, j'ai pas encore adapté le slide. Tant que la version n'est pas sortie, je laisse toujours l'antivirus qui est sur les boîtiers. Alors la question hors contexte, je la traiterai un peu plus tard si vous n'y voyez pas d'inconvénient. L'autre point quand même qui est important, que je tiens à rappeler, qui sont deux principes qui tiennent WatchGuard à cœur, c'est justement par rapport à AVG, c'est que vous voyez, on change d'éditeur antivirus, on va passer d'AVG à Bitdefender. Pourquoi? Pour pouvoir toujours conserver un taux de protection maximum. Chacun de ces services, pour nous, doit être étudié pour avoir le bon niveau de protection. Alors, si on passe de l'un à l'autre, c'est parce que on a noté que Bitdefender pouvait nous apporter un peu plus en protection que ce qu'on a aujourd'hui avec AVG. Et cette notion de best of breed, donc d'utiliser plein d'éditeurs, d'avoir un écosystème et de ne pas se battre tout seul aujourd'hui dans le monde de la sécurité, c'est quelque chose d'important. Pour rappel, les attaques aujourd'hui sont des attaques industrielles. C'est 390 000 malwares à la journée. Donc WatchGuard tout seul, on ne pourrait pas lutter. Donc WatchGuard, on construit un écosystème, on utilise et on s'entoure de plein d'autres éditeurs. Donc Bitdefender, Forcepoint, Trendmicro, Kaspersky, Lastline, qui sont des gros éditeurs et qui vont nous permettre de construire une cyberdéfense dans l'entreprise qui est de bon niveau. L'autre point que je n'ai pas mis dans le slide, mais j'en profite parce que c'est aussi un principe qu'on considère comme essentiel, c'est le communautaire. Il y a pas mal de ces services qui fonctionnent en communautaire. Ça veut dire qu'une cyberattaque quelque part sur un boîtier dans le monde va profiter dans l'analyse aux autres boîtiers qui sont dans le monde, un peu à la Coyote. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important dans les fondamentaux de sécurisation de cyberdéfense aujourd'hui, parce que justement, on ne se bat pas tout seul. Une attaque qu'on a repérée quelque part, on s'en sert pour protéger les autres.
Euh, donc là, vous avez un petit récap de ce qu'il y a dans la Basic Security Suite et dans la Total Security Suite. Bien entendu, aujourd'hui, je ne saurais recommander le plus fort possible la Total Security. L'APT Blocker est vraiment un service très très efficace. TDR apporte vraiment énormément aussi. Et vous allez le voir, le DLP dans un contexte de GDPR a son sens. Alors, j'ai une petite remarque qui me dit dommage d'utiliser Sophos, qui est un concurrent pour le DLP. Je répondrai, on s'en fiche. Nous, l'important, c'est que l'efficacité soit là. En plus de ça, ça m'a permis pendant pas mal de temps de tacler Sophos parce qu'on a implémenté le DLP de Sophos dans nos firewalls avant qu'eux-mêmes l'implémentent dans leur propre firewall. Donc ça montre qu'on est assez pionnier et qu'on est en avance sur nos concurrents aussi. Donc bon, ça permet aussi de les tacler. Voilà, juste pour la petite anecdote, vu qu'on me pose la question, je précise. Pour rappel là du processus donc du nouveau service TDR, si vous ne l'avez pas, TDR c'est vraiment étendre la sécurité jusqu'au poste de travail avec un agent qui va permettre de remonter des informations en même temps que les informations du firewall, de corréler les informations et du firewall et du poste du travail pour avoir plus de pertinence sur une attaque qui peut se dérouler en live sur votre réseau. Et ça c'est vraiment important dans ce qu'apporte TDR, c'est que TDR est capable de comprendre en live une nouvelle attaque qui se joue et de le bloquer. Vous voyez, dans le contexte de la cyberdéfense et dans le contexte de la GDPR, ça a vraiment un sens. Bien entendu, Dimension. Dimension va aider à plein d'endroits au niveau de la GDPR pour faire l'audit initial, pour savoir quels sont les flux réseau qui sortent. S'il y a des gens qui se connectent justement à des Dropbox ou des choses comme ça à partir du réseau, c'est critique à savoir pour la GDPR. Donc ça va aider dans la phase d'audit et d'analyse et ça aidera après dans la vie de tous les jours pour s'assurer que le niveau de sécurité est bien maintenu et pour s'assurer que les transferts de données, les nouveaux des apparitions de nouvelles applications, de nouveaux protocoles restent en conformité avec la GDPR. C'est vraiment un outil, c'est pas le seul outil qu'il faut avoir pour se conformer, bien entendu, mais c'est un des outils que vous pouvez avoir dans l'entreprise qui va beaucoup apporter en visibilité, bien entendu. Pour rappel, on a un webinaire spécifique de démonstration sur WatchGuard Dimension, donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Et si vous souhaitez directement voir le webinaire enregistré, en fait, on a 3 versions sur YouTube. On a une version de 3 minutes, une de 15 minutes, une de 45 minutes. Donc, vous avez vraiment le choix, selon le temps que vous disposez, pour aller voir Dimension un peu plus dans le détail. Je rappelle que WatchGuard Dimension est gratuit. C'est un produit gratuit. Dès lors que vous avez un firewall WatchGuard, vous avez WatchGuard Dimension, il suffit de le télécharger. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas l'avoir. On me demande quand est-ce qu'il sera disponible pour Azure. J'ai des partenaires qui l'ont mis sur Azure déjà. Envoyez-nous un petit mail, on verra. Autre fonction qui fait partie de la Basic Security Suite cette fois-ci, qui peut avoir un gros intérêt pour la GDPR, c'est le Network Discovery. Alors on va dire quel rapport entre le Network Discovery et la GDPR? Eh bien, le Network Discovery permet notamment de savoir s'il y a de nouvelles machines qui sont arrivées sur le réseau et donc de lutter contre ce qu'on appelle le shadow IT. Le shadow IT, si cette expression ne vous est pas familière, c'est le marketing qui s'achète un Mac avec son budget et qui ne prévient pas l'IT, qui fait ce qu'elle veut dans son coin. Imaginez que dans le contexte de la GDPR, c'est quelque chose d'impossible. Et impossible que quelqu'un gère de la donnée personnelle dans son coin sans que ça soit organisé au sein de l'entreprise. Donc tout ce qui est shadow IT dont je parlais il y a déjà quelques années qui était pour beaucoup d'entreprises un détail, avec la GDPR, c'est plus un détail du tout. Quelqu'un qui garde de la donnée personnelle sur son disque local de sa propre machine, ça concerne la GDPR. Quelqu'un qui ajoute une machine, ça concerne la GDPR. Donc tout ce qui est rajouté, l'évolution du réseau dans la vie du réseau, c'est quelque chose qui doit vivre par rapport à cette conformité. Oui, pour la personne qui a un problème de son, j'ai enregistré. Donc, on la mettra à disposition. Alors, peut-être pas cette version-là, parce que je joue le webinaire 3 fois. Je mettrai probablement la meilleure des versions. Mais vous retrouverez ce webinaire, visiblement,
vous avez des petits problèmes locaux de son. Alors, donc le DLP aussi pour moi a un intérêt. Jusqu'à présent, très clairement, le DLP c'est pas ce que les gens mettaient en place le plus. Ceux qui l'ont mis en place, c'est des gens qui souvent ont justement des conformités différentes à mettre en œuvre, comme notamment PCI. PCI qui est une conformité avec Visa, Mastercard, donc pour les cartes de crédit, donc qui demande de mettre en place des fonctions de DLP. Donc DLP, c'est prévention de fuite de données. Qu'on appelle nous souvent prévention de fuite de données accidentelle, parce que comme pour la sécurité, il n'y a pas possibilité de faire 100% de prévention de fuite de données. C'est des mécanismes qui vont aider, mais quelqu'un qui veut prendre une photo avec son appareil photo de la donnée, il va faire fuir de la donnée et on peut rien contre ça. Donc il y a plein de moyens de faire fuir de la donnée. Cela dit, ça va comme sur le principe de la sécurité, c'est une couche en plus qui va participer et qui, dans le cadre de la GDPR, pour le coup, est très importante puisque le DLP va être capable de détecter de la fuite de données personnelles. Donc le DLP, c'est 200 règles sur le firewall qu'on va pouvoir mettre pour détecter, par exemple, qu'un fichier qui contient des numéros de carte bleue, un fichier qui contient des adresses postales, des numéros INSEE, ou même un marqueur. C'est-à-dire, on a un document qui est critique, on sait que c'est de la donnée personnelle, on le marque. Le DLP va pouvoir le repérer, le bloquer et prévenir l'administrateur. Donc, ça a vraiment tout son sens dans la GDPR. C'est un service qui est compris dans la Total Security. Donc, si vous avez de la Total Security, vous pouvez le rajouter dans vos process de effectivement traquer des documents. Alors, la GDPR, WatchGuard peut aider bien sûr sur la GDPR, c'est ce que j'explique depuis tout à l'heure, mais la GDPR a aussi un impact sur WatchGuard, c'est-à-dire que très clairement dans Dimension, on va garder des informations qui sont considérées comme de la donnée personnelle, que ce soit des adresses IP, des noms d'utilisateurs, on voit leur trafic, je parle du trafic qui est pro, hein, et du coup, on est soumis nous-mêmes à la GDPR, à la RGPD. C'est pour ça qu'on a introduit déjà depuis maintenant 1 an, hein, donc ça fait longtemps qu'on s'y est préparé, une fonction d'anonymisation dans Dimension qui permet, quand l'anonymisation est faite, de ne plus voir d'adresse IP ou de nom d'utilisateur, mais de voir des pseudonymes. On n'a plus accès au log en direct. En revanche, on voit quand même le traitement, donc on voit qu'une personne a été sur YouTube, a pris tant de bande passante. Donc l'administrateur va quand même pouvoir faire son travail à réguler les flux, mais sans savoir qui c'est, avec des données personnelles qui sont protégées. Donc ce mode anonyme dans Dimension existe déjà maintenant depuis pas mal de temps, 1 an, et c'est un des éléments de la mise en conformité de la RGPD et de WatchGuard pour le coup. Vous voyez, donc pour vous aider à avoir des outils qui sont aussi conformes pour vous. Autre impact, l'APT bloqueur. L'APT bloqueur, pour rappel, c'est de la sandbox, c'est-à-dire qu'on prend un fichier, on l'analyse dans une sandbox pour déterminer si c'est malsain. Donc ça veut dire que ce qui est mis dans la sandbox, ça peut être des fichiers qui contiennent des données personnelles. Donc jusqu'à présent, la sandbox était aux US. Donc, comme le dit la RGPD, on ne peut pas transmettre des données personnelles en dehors de l'Union européenne sans dérogation particulière. Et donc, on a implémenté un cloud de sandboxing en Europe. Donc, vous pouvez sélectionner, hein, quand vous êtes dans l'APD bloqueur, que la donnée reste en Europe. Oui. Donc ça fait aussi partie de la mise en conformité des outils WatchGuard à la RGPD pour que vous, en tant qu'entreprise, vous soyez aussi conforme, bien entendu. J'ai essayé quelques petits slides de synthèse pour conclure. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui gère ça. Ça parle du DPO dans la loi. Le DPO, il est à partir d'une certaine taille d'entreprise. Ça n'empêche qu'il faut quelqu'un qui prenne ce projet à cœur. C'est pas on regarde et puis on verra ce que ça donne. Donc il va falloir s'en occuper. Ça peut être une personne de l'entreprise, ça peut être un prestataire. Les partenaires WatchGuard, beaucoup sont déjà à même d'aider sur la GDPR nos clients. Donc bien entendu, il faut s'aider le plus possible pour pouvoir faire les différentes étapes dont on a parlé,
l'audit, hein, qui est vraiment critique, l'audit et la cartographie, puis ensuite les conséquences de cet audit pour pouvoir justement sécuriser au maximum, limiter la surface d'exposition. Donc cet audit et les critiques, faut vraiment connaître ces données. Et là, pour moi, c'est vraiment la faiblesse que je constate chez beaucoup d'entreprises à ce stade. C'est qu'il y a une méconnaissance des données, de la manière dont elles sont collectées, la manière dont elles sont stockées, de la manière dont elles sont traitées et de la manière dont elles sont déplacées. Et ça, la première des choses à faire pour la GDPR, c'est de faire ce travail-là. Ça réclame bien entendu des compétences multiples, réseau, sécurité, système, application en tout genre. Ça touche à du légal, comme je l'ai dit. Ça touche aussi à du procédurien. Donc voilà, ça demande des compétences diverses. C'est pour ça qu'il faut pas hésiter du tout à s'aider quand on est une entreprise de prestataire informatique, de juridique, etc. Suite à cet audit-là, il faut bien entendu faire l'analyse des risques sur les accès réseau, les accès physiques, les accès système et applicatifs avec les droits. Il va falloir ensuite, quand tout est en place, surveiller tout ça, surveiller les flux et le niveau de sécurité pour garantir un bon niveau de cyberdéfense et constamment tenter d'améliorer ce niveau en temps réel. Réduire la surface d'exposition des données, je l'ai déjà mentionné, réduire les droits d'accès aux données, collecter et maintenir les consentements sauf dérogation, donc là, à voir. Documenter tout ça, diffuser l'information dans l'entreprise. Hein, on en a beaucoup parlé pour tout ce qui est ransomware, le fait d'expliquer qu'il ne faut pas cliquer sur un mail, etc. Ça fait baisser les taux de clics et les risques associés au ransomware. Là, c'est pareil. Expliquer aux personnes de l'entreprise que des données à caractère personnel ne doivent pas être traitées comme ça de manière légère. Ça va aussi permettre d'aider à la mise en conformité à la RGPD. Attention aux droits des intervenants réseau, prestataires extérieurs, ou internes, hein, même l'admin, par exemple, etc. Donc ça, c'est des points importants à surveiller. Vous pouvez accéder sur le site WatchGuard à la partie, on a fait un e-book en fait sur la GDPR en français. Donc vous allez sur www.gdpr, vous allez trouver pas mal de choses. Il y a notamment la checklist dont je parlais. Il y a un petit infographique sympa qui décrit le circuit à suivre par le cycliste pour arriver à la conformité. Et puis il y a aussi un e-book qui est pas mal fait. Vous avez le site officiel de la GDPR, hein, ugdpr.org, et puis vous avez dans la présentation, vous avez mis le lien pour avoir la loi en français avec les 99 articles. Il n'y a pas que 99 articles dans la loi, il y a aussi tout un chapitre définition. Ils redéfinissent tout un tas de choses. C'est quoi une donnée personnelle, c'est quoi une pseudonymisation, et ainsi de suite. Tout ça, c'est aussi dans la directive. Donc, je vais regarder s'il y a quelques questions. Il n'y en a pas tant que ça. J'espère parce que c'est clair. Ok. Alors, bon, après, il y a des questions un peu hors sujet. Celle-là, envoyez-moi un petit mail plutôt. Toujours à france@watchguard.com. Je ne veux pas les traiter là dans un webinaire GDPR, surtout si c'est spécifique à TDR. Voilà, donc ça, c'est le premier webinaire sur la GDPR. Je vous dis très clairement que on est en travail permanent dessus. On essaye parce qu'il y a vraiment un travail d'interprétation de cette loi, qui pour l'instant est un travail d'interprétation avant que la loi soit appliquée, mais il y aura aussi un travail d'interprétation après, une fois que la loi sera appliquée, avec les jurisprudences, avec à voir comment justement le monde juridique met en application cette loi, les amendes qui vont avec, etc. Donc c'est quelque chose qui va vivre. Ce que je dis là aujourd'hui, je dirais peut-être des choses différentes ou évoluer dans quelques temps en fonction de comment ça se passe. Donc cette présentation, c'est un premier jet pour vous apporter le plus d'informations possible, mais très clairement, je la compléterai au fur et à mesure pour la rendre plus exhaustive ou quand j'ai des informations nouvelles pour que vous les ayez. Donc il y a d'autres webinaires qui suivront, on le fera régulièrement. Donc quand il y aura des nouveautés, je le préciserai. Et sinon, on mettra effectivement l'enregistrement sur YouTube si vous souhaitez le revoir à nouveau. Petit rappel, france@watchguard.com si vous souhaitez avoir la présentation.
Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous. Moi, je suis complètement preneur de tous vos commentaires. S'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, je suis complètement ouvert là-dessus. Hein. Une fois de plus, je suis pas un spécialiste GDPR. J'ai passé un peu de temps, mais comme vous aussi, j'imagine. Donc, n'hésitez pas à venir vers moi pour la discussion. Ça sera grandement apprécié. Merci à vous d'être venus, si nombreux. Je vous souhaite une bonne journée, bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances. Désolé pour ceux qui sont déjà revenus. Et puis, je vous dis à bientôt. Bonne journée à tous.